Bien, on va commencer. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour les Human Talk qui se font en ligne ce mois-ci. Donc, ça va être pas forcément exceptionnellement parce qu'on ne sait pas encore de quoi va être fait l'avenir, mais donc, tant qu'il y aura du Covid dans le coin, on va essayer de tenir au moins une fois par mois des Human Talk en ligne. Voilà. Mais on ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. Donc aujourd'hui c'est le mardi 13 et le mois prochain ça sera un mardi, donc je regarde le calendrier, le mardi 10 novembre. Donc pour le concept, c'est ouvert à tout le monde. Donc là, vous êtes tous spectateurs sur le Twitch, mais si vous voulez parler le mois prochain, c'est une possibilité. Il suffit juste de passer par le formulaire qu'on a indiqué soit dans les tweets, soit dans la communication. Et je crois que dans la description du Twitch, je l'ai mise l'autre jour. Donc c'est ouvert à tout le monde, donc, comme je l'ai dit. Le public principal, c'est les développeurs. Alors, je vais peut-être trop... Ouais, je ne suis pas du tout dans l'ordre. Donc le public principal, c'est les développeurs. Donc si vous voulez partager un talk, le plus intéressant, c'est que ça puisse intéresser des développeurs. Donc ça peut être sur des langages de programmation, sur des outils. Et la règle principale, c'est que le talk dure 10 minutes, pas une de plus, de préférence. Faut vraiment que ce soit une découverte. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc c'est partout en France en temps normal, sauf quand c'est en ligne, c'est encore plus partout en France, mais en temps normal, il y en a dans une dizaine de villes, voire un peu plus. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, et si vous voulez si vous voulez en organiser, vous pouvez le faire, il suffit de demander, et on vous met à disposition les outils pour le faire. Donc comment ça va se passer? On va lancer les talks. Donc ils vont durer 10 minutes, et après chaque talk, il y aura une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Et à la fin, on pourra répondre à ces questions. On choisira des questions et on y répondra. Donc en bas de l'écran qui s'affiche, vous avez donc le lien vers le programme d'aujourd'hui, et après on y publiera les slides pour ceux qui seront disponibles. Voilà. Pour nous suivre, c'est @humantalk sur Twitter. Donc c'est là qu'on va annoncer à chaque fois tout ce qui va se passer pour les mois suivants, donc restez attentifs parce qu'on ne sait pas encore où et dans quelles conditions ça se fera. Et donc pour les talks de ce soir, donc on a 3 talks. On a un talk de Sébastien qui sera donc retour sur 3 ans d'utilisation Clever Cloud. Suivi d'un talk de Guillaume qui dit donc à propos de XSS, donc dites adieu fait XSS grâce à ESLint. Et le dernier talk, ce sera un talk de Gauthier sur Accidental Statefulness. Avec la particularité de celui-là, c'est que ça sera le seul des 3 qui ne sera pas en direct, parce qu'il n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Donc on le fera ce sera une vidéo qui passera. Voilà. Et voilà, crédit d'image. Donc je vais lancer le talk de Sébastien. Donc si tu es prêt, Sébastien. Oui, je suis prêt. Laisse partager ton écran. Je vais enlever les vidéos de tout le monde qui vont vous rejoindre ensuite. Je rajoute le talk de Sébastien. Et donc, je te laisse la main. À tout de suite. Merci, Yannick. J'espère que vous m'entendez bien sur Twitch. Donc, je vais ce soir vous parler d'un retour d'expérience sur 3 ans d'utilisation d'une plateforme qui s'appelle Clever Cloud. Alors, en fait, c'est pas vraiment 3 ans, c'est plutôt 5 ans. Je me suis un peu trompé dans mes calculs, puisqu'on a commencé en 2016. Je me présente très rapidement, je m'appelle Sébastien, je suis développeur dans une société de services qui s'appelle Serly à Poitiers, et je suis accessoirement co-organisateur des Human Talks de Poitiers. Quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. En 2016, plusieurs de mes collègues et moi-même, on est sollicités pour démarrer un nouveau projet, alors le fameux en mode start-up. Et puis, on n'échappe pas à la règle de toute bonne start-up qui se respecte. On a fait
cette erreur d'avoir un peu une approche hype-driven architecture au début. Et donc, en 2016, d'un point de vue infra, on était parti sur cette stack-là, donc des serveurs dédiés au VH, du Docker, puisque c'était un petit peu à la mode à l'époque, ça l'est toujours, et on commençait à regarder un peu Kubernetes. Il s'avère que ça nous prenait énormément de temps, ces travaux-là. C'était pas inintéressant, mais ça nous prenait beaucoup de temps. Et donc, j'ai dit à un moment donné, stop. Le but du jeu, c'est pas de passer la moitié de notre temps à faire de l'ops. Le but premier, c'est de développer des features pour notre produit et de les mettre à dispo de nos utilisateurs. C'est pas d'installer un cluster Kubernetes et de faire des images Docker, etc., etc. Donc, on a fait le choix, non pas de partir sur du IaaS, mais plutôt sur du PaaS et d'utiliser une solution qui s'appelle Clever Cloud. Alors, pourquoi Clever Cloud ? Donc, les gars de Clever Cloud sont à Nantes, on les croise toujours, on les croisait beaucoup dans les conférences à l'époque. On utilisait aussi cette solution pour des side projects. Voilà, on aime beaucoup cette solution-là et on a décidé de la généraliser sur nos applications. Qu'est-ce qui nous plaît bien chez Clever Cloud ? C'est que c'est extrêmement simple. Il y a une expérience utilisateur et développeur très très avancée. Et donc pour résumer, je dirais que c'est déployer sur Clever son application, c'est simple comme un guide push. En quelques slides, le fonctionnement de Clever. Donc, tout se passe via la console Clever Cloud. Donc, c'est une console web. Et puis, donc, on va vouloir déployer une appli. On va créer une application. Le prérequis à ça, c'est un dépôt Git, en fait. Donc, soit on fait un lien avec un dépôt GitHub existant. Là, il y a une intégration forte entre Clever Cloud et GitHub. Soit on peut créer à partir d'un dépôt vierge et on va venir pousser du code dessus. Ensuite, on va choisir un type d'application. Donc là, il y a à peu près ce qu'il faut, quel que soit le langage qu'on fait. En tout cas, sur tout ce qui est langage classique, il y a ce qu'il faut. Nous, on fait plutôt soit du Node, soit du Java, soit du Scala, autour basé sur le framework Play. Donc, il y a tout ce qu'il faut en termes d'intégration. Ensuite, on va choisir un type d'instance. Là, si on cause un peu scaling, et un nombre d'instances aussi, un nom à l'application, et en gros, c'est parti, quoi. Donc, à partir du moment où il y a du code sur le dépôt guide de l'application, Clever va builder le code. Donc, en fonction du type d'application qu'on a choisi, il va lancer des commandes par défaut qui vont bien. On peut surcharger si on a besoin, mais je ne rentre pas dans les détails. Et puis, l'application va être disponible sur un domaine qui est en cleverapps.io et qui est disponible automatiquement en HTTPS. Voilà, donc ça prend vraiment, en quelques minutes, on peut déployer facilement son appli. En termes de nom de domaine, bien évidemment, on peut configurer des noms de domaine personnalisés. Il suffit pour ça d'avoir la configuration DNS qui va bien sur son domaine, histoire de faire en sorte que le trafic aille sur les serveurs de Clever Cloud. Donc ça, c'est pas très, très, très compliqué. On a aussi à notre disposition sur la plateforme Clever un certain nombre d'add-ons. Donc nous, on utilise en ce moment beaucoup PostgreSQL et Redis. Voilà, il y en a d'autres. On a historiquement aussi utilisé à un moment donné du MongoDB et aussi Elastic, mais vraiment sur les débuts d'Elastic chez Clever. Ce qui fait que c'était pas encore très très sec. Donc aujourd'hui on utilise plutôt Elastic Cloud, mais maintenant ils ont une intégration Elastic Stack qui est beaucoup plus convenable et je pense qu'on peut trouver notre bonheur là-dedans. Il y a une politique de backup sur les add-ons, donc là-dessus tout va bien. Et puis entre 2016 où on a démarré et maintenant, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui ont vu le jour, notamment tout ce qui est migration d'add-ons. Donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir monter de version ces add-ons, que ce soit du Redis ou du Postgre.
Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on déploie sur Clever Cloud? Alors, on déploie plusieurs choses, hein, soit des applications standalone ou des monolithes. On déploie aussi, forcément, on était dans le hype de 2016, donc on a déployé des microservices, on déploie des API. Aujourd'hui, avec mes collègues, on intervient sur 3 organisations Clever Cloud différentes avec plus de 50 applications et plus de 30 add-ons déployés. Que ça soit des monolithes ou des microservices, on a besoin d'injecter de la configuration pour que nos applis tournent correctement. Aujourd'hui, la bonne pratique qui matche bien avec Clever, c'est de fonctionner par variable d'environnement. Donc aujourd'hui, donc là, on est sur du Play Framework, je ne rentre pas dans les détails, mais on a un fichier de conf avec des valeurs par défaut qu'on peut surcharger par des variables d'environnement. Et donc, dans la console Clever Cloud, on peut, sur une appli, venir définir des variables d'environnement qui vont surcharger la conf. Si on a besoin de centraliser de la conf pour plusieurs applis, il y a un add-on aussi qui est arrivé en cours de route depuis 2016 et qui est très, très pratique, c'est le Configuration Provider, donc pour pouvoir partager de la conf entre plusieurs apps. Si on parle de microservices, on peut définir des dépendances entre nos services. Donc, on peut lier des add-ons à une application, ou aussi on peut lier d'autres applications à une application. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on fait ce genre de lien, l'appli qui dépend d'une autre appli va hériter en gros de ces variables d'environnement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et surtout, si une appli ou un add-on dépendant d'une appli est redémarré, ça va faire du redémarrage en cascade. En termes de workflow de déploiement, donc nous, en général, on a 2 environnements, un environnement de dev et un environnement de prod. Donc sur le dev, c'est ce que je disais, c'est aussi simple qu'un git push. Du coup, notre appli par défaut, donc nous on utilise beaucoup l'intégration avec GitHub. Notre appli par défaut, elle est linkée sur un dépôt GitHub sur la branche master. Et donc quand on push sur cette branche-là, l'appli va automatiquement se déployer. Donc on est toujours à jour, notre environnement de dev est toujours à jour avec le code qui est sur la branche master. Pour la prod, ce qu'on fait, ça reste très très simple pour déployer en prod. En gros, on fait un tag, on a une branche de prod, l'appli de prod est bindé sur cette branche-là, et puis on merge le tag quand on estime que c'est le moment de le faire, et on met à jour la branche de prod avec ce tag-là. C'est aussi simple que ça. Donc on peut déployer très très fréquemment, plusieurs fois par jour, ça nous arrive de temps en temps, ça pose pas de problème. Des fois on se foire dans le déploiement, ce qui fait que la prod est pétée. C'est pas très grave, on peut revenir juste en un clic au commit précédent ou au déploiement précédent ou un des déploiements précédents qui fonctionnait. Donc ça, on l'a fait d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière parce qu'on avait pushé un truc qui a fait tomber la prod d'un gros client, et voilà, en quelques minutes, avant de trouver l'origine du problème et de corriger, on est déjà revenu à la version d'avant, histoire que ça fonctionne. Très rapidement, un mot sur une brique de reverse proxy et d'API management qu'on utilise, plutôt sur nos applis qui sont à base de microservices. On utilise un reverse proxy qui s'appelle Autoroshi, qui est une brique open source développée par la Maïf et qui nous permet de faire un certain nombre de choses pour sécuriser les appels entre nos services. Il y a des API keys, par exemple, pour pouvoir aussi forcer, par exemple, le HTTPS, gérer des modes maintenance, etc. En termes de HTTPS, justement, il y a tout ce qu'il faut sur Clever. Par défaut, quand on déploie une app, il va générer un certificat Let's Encrypt. On peut aussi, bien évidemment, utiliser notre propre chaîne de certificats, ça pose pas de souci. Et on peut récemment forcer le HTTPS aussi depuis directement au niveau de l'appli Clever. Ce que nous, on faisait avec notre reverse proxy à l'époque où cette fonctionnalité n'existait pas. Pour continuer sur des petites fonctionnalités sympas de cette plateforme-là, il y a une mécanique de webhooks qui fait que, par exemple, on reçoit aujourd'hui toutes les notifications de l'activité de notre organisation Clever Cloud dans des channels Slack. Voilà, donc ça donne ce genre de choses. Donc on est au courant de ce qui se passe, des déploiements qui échouent, des déploiements qui réussissent, quand c'est redémarré automatiquement via le système de monitoring de Clever Cloud parce que des applis sont pas joignables, etc., etc. On a accès aux logs des différentes applis, bien évidemment.
Il y a aussi, et ça c'est plutôt agréable, un CLI, si on a besoin de faire de la ligne de commande, et aussi toute une API. Tout ce qu'on peut faire via la console, on peut le faire via le CLI ou via l'API. Donc ça, c'est plutôt sympa si on veut développer des outils tiers pour piloter nos applis Clever. Pareil, il y a des métriques qui sont mises à dispo pour voir un petit peu l'état de santé des différentes applis. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en 2016, qui est arrivé en cours de route. Donc voilà, c'est une plateforme qui bouge pas mal, qui propose pas mal de nouveautés assez régulièrement. On a greffé un système de monitoring. Il y a des choses de base dans Clever, hein, comme je disais tout à l'heure, une appli qui est plus dispo, qui répond plus au ping, du coup, il va la redémarrer. Nous, on utilise quand même une solution complémentaire à côté qui s'appelle StatusCake, qui va aussi nous monitorer, par exemple, l'expiration de nos certificats SSL ou de nos noms de domaine, ce qui peut être utile parce que ça nous est arrivé d'avoir des prods en vrac à cause de ce genre de détails, ce qui est un peu dommage. Et il y a un support qui est très réactif, compétent et réactif, donc ça c'est agréable, on n'est jamais seul face à un problème. Donc on y fait appel régulièrement au support et c'est plutôt, ça se passe toujours très bien. Si vous allez sur cette plateforme-là, je vous invite aussi à aller voir régulièrement ce qui se passe en termes de mise à jour de la plateforme, puisque les versions de Node, les versions de Java sont mises à jour très régulièrement, et donc c'est bien de ne pas conserver des versions obsolètes sur nos applis, donc, et de faire les mises à jour assez régulièrement. Voilà, j'en ai terminé pour ce court retour d'expérience. En 10 minutes, évidemment, je ne peux pas rentrer dans trop de détails. C'était plus pour vous susciter l'envie. Donc, si vous avez j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions-réponses, on n'hésite pas. N'hésitez pas. Je vais aller voir les commentaires dans le Twitch. Et puis, je vais pouvoir répondre à vos différentes questions en direct. Et je crois qu'il y a des gens de chez Clever, peut-être, qui sont là aussi, si jamais il y a besoin de répondre aux questions. Alors, quelle différence par rapport à Heroku? Alors, on est, en termes d'expérience, on est à peu près sur la même chose. On n'est pas sur le même pricing, donc ça, il faudrait voir. Il n'y avait pas de free tier volontairement sur Clever. Je sais que leur discours, à un moment donné, c'était de pas être l'hébergeur des side projects. D'un peu tout le monde, voilà. Donc, mais sinon, on est, c'est assez proche, hein. Moi, j'ai utilisé un peu Heroku au début. Maintenant, je fais essentiellement du Clever, mais voilà, on est sur les mêmes principes. Est-ce qu'il y avait d'autres? Ouais, je vois la branche main au lieu de master. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites là-dessus. J'ai vu que GitHub avait changé des choses, donc ça, c'est plutôt bien. Je ne sais pas si côté Clever, du coup, ça va devenir la branche par défaut pour les applis. C'est une très bonne question. Le stockage, c'est en France par défaut. Alors oui, je ne l'ai pas montré. Alors est-ce que je ne sais pas si... hop là, vous voyez. Les zones, on en a deux. Hein. Ce n'est pas aux US. Hein. Donc ils ont leur propre data center. Ça, c'est une bonne question. Il y a 2 zones aujourd'hui, Paris et Montréal, au Canada. Voilà. Et je pense qu'il y a une 3e zone, mais il faut leur demander, qui est justement aux États-Unis cette fois-ci. Mais nous, on a tout en France. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Si vous avez encore une ou deux questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, on va passer à la suite. Ok, parfait. Bon, je propose qu'on passe à la suite. Merci. Donc, je vais te rajouter, Guillaume. Attends, je vais screener mon écran du coup. Ouais. L'écran. Alors, je sais. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, l'écran, il faut que je te l'ajoute. Voilà, normalement, il y a l'écran. Ok. Donc, je vais lancer mon chrono. Ok. D'ailleurs, déjà, bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, ma présentation, je vais la faire sur les failles XSS. Donc, je vais vous montrer comment on peut dire adieu aux failles XSS grâce à ESLint. Alors, dans un premier temps, déjà, qui suis-je? Donc, je m'appelle Guillaume Kloss, je suis architecte web à Théodo, donc c'est une agence de développement web. On conçoit et on développe des applications web pour des clients, allant de la startup au grand groupe. Les technos que j'utilise habituellement, c'est React pour le front, Django Flask et Nest pour le back.
et je suis membre de la team Sécu Théodo. Donc on fait des audits d'app, de nos apps internes qu'on développe pour nos clients et on forme les équipes. Et donc c'est dans ce cadre que je me suis intéressé aux failles XSS et que je vais vous faire un retour d'expérience sur les failles XSS et les règles SLINT. Donc le plan pour ma présentation, je vais commencer par vous parler de comment on fait pour vérifier la sécurité de nos apps. Comment on peut tirer profit, dans un second temps, comment on peut tirer profit de l'analyse statique pour les sécuriser. Et enfin, je vais vous montrer un exemple de création d'une règle pour éviter la faille XSS. Alors, comment on peut faire pour vérifier la sécurité de nos applications web? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a défini une liste de catégories. Donc, on l'a définie grâce aux catégories qui sont définies dans l'OWASP. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en gros, c'est un organisme qui émet des catégories sur les différents endroits où il peut y avoir des failles dans vos applications. Et donc, on a des protocoles pour chaque catégorie et des vérifications associées. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de promouvoir les bons gestes pour chaque catégorie. Et donc, en fait, pour vérifier, le premier truc le plus simple, ça serait de vérifier à la main. Le problème, c'est que c'est clairement pas infaillible parce que on peut passer à côté de certaines choses, etc. Et c'est pas scalable. Après, on peut aussi utiliser des outils de détection runtime. Donc là, ça serait plus proche de la réalité. Mais le problème, c'est que c'est souvent beaucoup de faux positifs. Et un gros point qui est assez embêtant quand on développe des applications, c'est que la détection elle est tardive car après la phase de dev. Donc ça veut dire que si vous détectez une faille de sécu, vous êtes obligé de vous retaper tout le process de je fais une PR, je déploie, je vérifie que c'est bon, etc. Et donc, je me suis demandé si ce n'était pas possible d'utiliser des outils utilisant l'analyse statique. Donc l'analyse statique, c'est l'analyse du code et pas du tout de l'exécution de votre code. Donc évidemment, tout n'est pas détectable. Vous n'allez pas récupérer les inputs de vos utilisateurs, etc. Par contre, il y a un truc très intéressant concernant l'analyse statique, c'est que la détection, elle se fait pendant la phase de dev. Et donc, comment on peut tirer profit de l'analyse statique pour sécuriser nos apps? Donc, déjà, je vais parler rapidement de ce que c'est l'analyse statique. Donc en fait, à gauche de l'image, on voit un code. Et donc, pour pouvoir après être exécuté par les machines, ce code, il va être passé dans un parseur. Donc ce parseur, parmi toutes les étapes qu'il y a entre le moment où on écrit du code et le moment où il est exécuté, le parseur, lui, il est responsable de créer l'arbre abstrait. Et c'est sur cet arbre abstrait, en fait. Donc ici, on voit par exemple qu'on déclare une variable. Et donc, dans l'AST, on voit une variable déclaration, etc. Et donc, on voit que l'identifieur, son nom, c'est AST, et que la value, c'est history. Et en fait, nous, qu'est-ce que c'est une démarche de détection en analyse statique? C'est une recherche de patterns intéressants dans l'AST. Donc, on peut ensuite, en fonction des patterns qu'on détecte dans notre AST, écrire des règles, et ensuite, ESLint va pouvoir nous les afficher dans notre IDE. Donc, un exemple de détection possible, c'est la détection de secrets dans le code, par exemple. Ce qu'on peut faire avec l'analyse statique, c'est détecter toutes les déclarations de string. Comme je l'ai montré tout à l'heure ici, là, je peux détecter les variables déclarations. Donc, je peux très bien détecter toutes les déclarations de string dans mon code. Après, appliquer une mesure de désordre sur chacune des strings. Par exemple, l'entropie de Shannon. Et donc ça va me calculer un score pour chacune de mes strings. Et après, je peux comparer ça par rapport à un seuil. Et du coup, je prends une liste de strings où je sais qu'il y a beaucoup de désordre, typiquement des hash, et une liste de mots du dictionnaire. Et là, j'essaie de trouver un seuil. Et ensuite, par rapport à ce seuil, je saurai si ma variable est potentiellement à risque ou pas. Donc, je me suis demandé, est-ce que ça ne serait pas possible de détecter les failles XSS? Donc, petit rappel sur les failles XSS. Imaginez que vous avez un champ contrôlé par l'utilisateur. Et si jamais l'utilisateur, au lieu d'écrire du texte classique, il met du code, vous pouvez avoir cette alert box qui apparaît. Et donc, en fait, les failles XSS, c'est quand on injecte du code potentiellement... Enfin, en fait, c'est l'injection de code potentiellement malveillant dans les pages. Et l'impact d'avoir ce genre de faille dans vos applis, c'est que si jamais vous ne protégez pas très bien vos cookies ou si vous ne protégez pas les tokens JWT, par exemple, on peut les récupérer et après, quelqu'un peut se connecter à la place de vos utilisateurs. Et évidemment, vu que c'est finalement du code JS qui est exécuté, tout ce qui est possible de faire avec du code, si l'utilisateur contrôle exactement ce qui est potentiellement exécuté sur votre site, vous pouvez avoir des problèmes. La bonne nouvelle, c'est que les frameworks nous protègent par défaut. Aussi bien React, Vue et Angular, chacun protège. Par contre, il se peut que votre client ou vos utilisateurs demandent des fonctionnalités qui vous obligent à retirer ces protections.
Donc, en fait, on les connaît, ces méthodes, et donc en fait, on sait qu'en React, ça va être un dangereux setiner HTML, en Vue, VHTML, et en Angular, il y en a plusieurs, mais en gros, il y a Bypass Security Trust HTML. Donc, ce qu'on se dit, en fait, la stratégie qu'on avait avant de créer des règles SINT, etc., c'était si on injecte du code avec ce genre de méthode, on veut vérifier que une librairie de sanitizing est utilisée conjointement. Et donc, typiquement, on veut que si on utilise la méthode d'injection dans React, on l'utilise avec DOM Purify, par exemple. DOM Purify, ce que ça va faire, là, j'ai mis un exemple. Si vous mettez un payload qui va entraîner une faille XSS, il va vous remplacer la payload par quelque chose qui ne va pas entraîner de faille XSS. Donc, en fait, là, le but de ce qu'on voulait faire avant et donc on vérifiait à la main, c'était de bien vérifier que DOM Purify était utilisé. Donc, la stratégie mise en place pour détecter, pour créer la règle, c'est d'une part, je détecte le pattern d'utilisation des méthodes d'injection. Donc, par exemple, en React, je détecte toutes les utilisations de dangerous setiner HTML. Et ensuite, je vérifie que la méthode de sanitizing est utilisée conjointement. Et donc, en gros, le process pour créer une règle custom, c'est un peu toujours la même chose. C'est je regarde à quoi ressemblent les bonnes choses et les mauvaises choses dans mon AST, et ensuite j'écris la règle pour détecter ça dans l'AST. En fait, il y a un truc qui est bien pour utiliser les AST, c'est le site astexplorer.net. En fait, ce site vous permet de mettre du code d'un côté, et en choisissant le parseur, va vous filer l'AST sur lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour la règle, pour vérifier que la méthode de sanitizing est utilisée. Donc, dans un premier temps, je n'utilise pas DOM Purify. Et donc là, on voit que j'ai bien ici un JSX identifier de type dangereux setiner HTML. Et ensuite, je vérifie à l'intérieur que je vérifie ce qui est passé dedans. Donc, ici, on voit qu'il y a un objet. Et dans l'objet, on voit que directement, il y a l'identifier qui est associé à un littéral. Donc, ça veut dire que si on reprend ça, par exemple, ici, dans le setiner HTML, j'ai bien directement un littéral. Et donc, ce genre de choses, je veux que ma règle le détecte comme étant frauduleux. Et à contrario, à droite, là, on a toujours un JSX identifier de type JSX attribute avec dangereux setiner HTML. Par contre, là, on voit que dans l'objet, il y a un identifier underscore HTML, mais surtout, associé à cet identifier, on a une call expression. Et l'identifier, c'est DOM Purify, et l'identifiant, après, il y a sanitize aussi. Donc là, on sait que ça, c'est bon, alors que ça, c'était pas correct. Donc, comment on fait pour implémenter une règle custom? Moi, ce que j'ai fait, c'est que, sachant ce que je voulais vérifier dans mon AST, j'ai regardé un petit peu comment étaient faites les règles custom sur le repo ESLint. Et donc, je me suis inspiré de eux, comment créer leurs règles pour créer la mienne. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était que je veux détecter tous les JSX attributes. Et donc, l'API des règles ESLint, ça fonctionne comme ça. On a une méthode contexte, et dedans, pour chaque nœud de mon code, je peux vérifier des choses. Typiquement, moi, ce que je voulais vérifier, c'était que mes JSX attributes de type dangereux setiner HTML pour React vérifient certaines propriétés. Et donc, c'est ce que je fais dans ce code. Ce qui est associé à dangereux setiner HTML, c'est un littéral, je sais que c'est pas bon, donc je reporte. Comme quoi, c'est un message, comme quoi c'est un payload potentiellement dangereux. Alors que pour une call expression, je peux faire des vérifications supplémentaires, mais il est possible soit que la call expression soit bonne, soit frauduleuse, et ainsi de suite pour d'autres types d'objets, parce qu'on peut très bien avoir une variable qui réfère finalement à DOM Purify, etc. Donc il y a quelques petits checks à faire, mais c'est tout à fait possible de vraiment aller dans les détails. Et donc le résultat, c'est que dans l'IDE, donc là c'est par exemple dans VS Code, quand on va utiliser dangereux setiner HTML sans la méthode DOM Purify, la règle va afficher directement qu'il y a une XSS potentielle, et que donc en gros ça lève une erreur, et le développeur après saura ce qu'il doit faire. Donc cette règle, elle est open source, donc j'ai mis le GitHub ici, et elle est aussi disponible sur NPM. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à l'utiliser et à me faire vos retours, et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre une star sur le repo. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, est-ce que vous avez des questions?
de questions pour l'instant. Là, j'ai vu que du coup, il y a donc Super Puppet qui dit qu'il va l'utiliser, enfin, qu'il va l'essayer sur un de ses projets. Ouais, du coup, je suis hyper chaud pour si. Donc, en fait, là, la règle, elle est disponible pour React et pour Vue. Et donc, je suis très chaud d'avoir des retours et si jamais il y a des problèmes sur la règle, n'hésitez pas à remplir des issues sur GitHub pour que je regarde et que je puisse faire les modifications si jamais il y a besoin. Et donc là, la règle, elle a à peu près autour de 1000 téléchargements par semaine. Et a priori, j'ai pas rencontré trop de problèmes avec. On l'utilise sur tous nos projets à Théodo. Et donc, a priori, il ne devrait pas avoir de problème sur les code base classiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ou est-ce qu'on passe à la suite? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y en a. C'était trop clair. On dirait. Ben, merci. Merci. Pour ta présentation. De toute façon, s'il y a des questions, elles peuvent continuer en chat, à l'écrit, et puis il y répondra. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la présentation de Gauthier, qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu veux parler, Gauthier. Est-ce que tu veux mettre un message, quelque chose avant? Sinon, moi, je commence le partage. Non, il ne se manifeste pas. Bon, je vais commencer le partage. Et puis, on activera la vidéo de Gauthier après pour qu'il réponde. Donc, c'est une vidéo préenregistrée. Mais il est quand même dans le chat pour répondre aux questions. Et puis, on aura peut-être son vocal tout à l'heure. Ah, il y a un message. Très bien. J'ai pas fait la bonne option. Je recommence. Désolé, problème technique. Il faut que j'active le partage de l'audio. Et du coup, bah, à tout de suite. Merci encore, Guillaume. Dernier truc, n'hésitez pas à préciser dans le chat s'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport au streaming de la vidéo. C'est la première fois qu'on le fait. Ça, on peut noter du coup. Ça, on peut parler d'accidentage full death. En gros, tout va dans la vie de Frédéric Brooks en 86. Frédéric Brooks qui est relativement connu pour Minical Manmans et son credo à lui, c'est la conduite de projets logiciels. Et en gros, dans ce papier qui est relativement accessible, il définit deux paires de concepts. Le premier, c'est les concepts d'essential et d'accidental difficulties, c'est-à-dire les difficultés rencontrées qui sont liées ou non aux problèmes qu'on essaie de résoudre, et les deux concepts qui en découlent étant les essential or accidental tasks, qui, elles, vont se focaliser sur l'ensemble des choses à faire en rapport au nom avec le problème qu'on essaie de traiter. Et le papier en question essaie de faire l'apologie des langages de plus haut niveau, arguant que dans les langages de bas niveau, en fait, on perd du temps à retraiter des problèmes qui ne sont pas liés à ce qu'on veut faire initialement. Suite à quoi, 20 ans plus tard, en 2006, il y a eu un autre papier, Out of the Tar Pit, de Ben Mosley et Peter Marks, où en fait, ils reprennent un concept qui avait été juste évoqué dans le papier précédent, qui dit, OK, on a l'essential complexity qui, elle, est propre au problème qu'on essaie de traiter, et tout le reste qui, elle, est du coup la complexité accidentelle. Et en fait, pour eux, c'est tout ce qui a trait au choix qu'on a fait sur les outils, sur le langage, sur l'infrastructure, etc., etc. En fait, c'est tout ce que l'utilisateur ne veut pas faire l'expérience. Moi, pour changer, j'aimerais directement définir ce que c'est que l'accidental chez le En gros, c'est partir du postulat que, étant donné que le modèle
au sens domaine driven design, qu'on essaie de modéliser et à une notion qui s'approche d'un état que nous, de notre côté, on part sur la modélisation d'un état en tant que tel. Et en fait, c'est relativement pénible, puisque si on prend un exemple simple, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur Apache Gems, qui est un serveur main. En gros, on a une notion de mailbox qui est très présente. C'est plus ou moins l'équivalent d'un folder dans vos outils de messagerie que vous utilisez. En gros, on peut dire, OK, on a un mailbox dans lequel on ajoute des mails et on a un ensemble de requêtes à effectuer. Donc, si on le faisait grosso modo en TDD, on dirait, bon, OK, première requête à laquelle on veut répondre, c'est quel est le nombre de mails que j'ai dans cette mailbox. Très bien. On fait un get count et on fait un compteur qu'on incrémente à chaque nouveau mail. Par contre, si on essaie de changer et faire un peu de ce genre, rajouter la taille des mailbox, ça c'est encore pas trop compliqué. On rajoute un deuxième incrément dans le add mail, puis un deuxième compteur, un deuxième getter. Okay. Par contre, quand on commence à aller plus loin, genre tester la présence d'un mail particulier, là il va falloir garder la liste, il faut plus ou moins modifier toute la classe. Si tu prends un mail, c'est à peu près assez compliqué. Et quand on parle des quotas, c'est-à-dire avoir une limite sur la taille ou sur le nombre de mails qu'on peut avoir, là ça devient carrément pénible, puisqu'il faut gérer une forte notion d'état. Est-ce que en changeant de quota, on n'est pas déjà en Excel, etc., etc. Donc on a vu en fait, en termes de maintenance, c'est un coût énorme. En termes de debug, bah, c'est juste pas possible. Savoir est-ce que lorsqu'on a une erreur, est-ce que c'est une exception qui est normale ou non, etc., etc. En termes de concurrence, c'est pareil. Bref. Euh, En fait, là, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a dit, OK, on a un état, puisque on a mes bugs, c'est que, bah, en gros, les, toutes les requêtes qu'on peut faire vont varier en fonction du temps, donc c'est un état. Et en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut modéliser un état sans état? Et pour faire ça, en fait, il faut se rapporter à la notion d'état en tant que tel. Un état, en fait, c'est une valeur qui est liée au temps. Elle bouge en fonction du temps. Et pour aller plus précis, en fait, un état, c'est la somme des changements d'état qui ont lieu. Et ceux qui font des domaines driven design m'ont vu venir à des kilomètres. En fait, une des solutions qu'on a tendance à appliquer dans ce cas-là, c'est les ventes sourcing ou le CQRS. Mais je trouve que c'est une approche qui requiert un certain nombre de machinerie, notamment parce qu'il y a plein de concepts. On part du command handler qui teste qu'une commande donnée est valide ou non, et qui va potentiellement émettre des éléments qui sont stockés, et le flux d'événements vient peupler un ensemble de projections qui en fait sont la réponse à des requêtes qui peuvent arriver. C'est relativement coûteux. Une autre approche, c'est de dire, OK, et les gens qui font de la programmation fonctionnelle vont très bien comprendre, plutôt que de dire, OK, on a une fonction, on a un ensemble d'actions qui arrivent, on applique cette fonction à chacune et au final, on récupère le résultat. Ça fonctionne relativement bien. Le problème de ça, c'est que quand on a 100 événements et que le résultat qu'on obtient à la fin n'est pas le résultat qu'on attend, ça pose un gros problème en termes de debug. Et passer par les débuggeurs intégrés ou non, etc. etc. Au lieu de ça, on peut avoir, plutôt que d'avoir l'équivalent d'un fold pour un scan et dire, ben, chaque fois qu'on a une nouvelle action à effectuer, en fait, on a l'état intermédiaire. Dans ce cas-là, on est en mesure de suivre facilement la progression de cet état et savoir à partir de quand cet état a divergé, ou ce pseudo-état. On peut également dire finalement un traitement, une action, ça dépend du contexte. Et dans ce cas-là, on a un contexte, un environnement qui a un ensemble de valeurs, et le fait de lire ou de changer de contexte va nous retourner le résultat de l'action ainsi que le contexte ou l'environnement dans lequel il est. Donc en gros, ça veut dire que le résultat de ce... Je l'enlève.
Ok. La continuation, ça c'est plutôt du modèle acteur slash de Erlang, c'est-à-dire en fait on a une entité indépendante qui est un acteur qui découle de l'appel d'une fonction avec un pseudo-état ou plutôt un ensemble de paramètres et qui attend un message auquel il va réagir. Et là, en fonction de son comportement, la réaction qu'il va avoir, c'est soit de persister en tant qu'acteur et dire bah, j'appelle une autre fonction avec potentiellement un autre ensemble de paramètres et éventuellement un autre comportement, typiquement dire ben, on a atteint le quota et dans ce cas-là, tous les nouveaux mails entrants seront forcément rejetés. C'est relativement pratique et c'est une manière de représenter un état sans état puisque l'état est finalement intrinsèque. Il y a également quelque chose qui nous vient du flow, du data flow ou du flow-based programming, c'est-à-dire ben, en fait, on n'a pas des mails discrets, mais on a un ensemble de mails qui arrivent au cours du temps. On a un flux de mails, et en fait, on a une unité de traitement qui va produire deux choses. Déjà, la réponse aux messages qui vont lui arriver, qui sont en lecture ou en écriture, et potentiellement un état dont il aura besoin de manière plus ou moins implicite. Et là, ce sera au système de faire ne serait-ce qu'une boucle pour que l'unité de traitement ait à la fois son pseudo-état et le prochain ordre qu'il a à recevoir. Et enfin, on a l'approche des systèmes réactifs, qui est une méthode de reactive programming, qui dit qu'en fait, une fonction, c'est juste une relation entre plusieurs autres symboles ou valeurs ou entités. Et dans ce cas-là, c'est au système en tant que tel d'appeler cette fonction suffisamment avec les bons paramètres pour maintenir cette relation au cours du temps. Voilà, l'idée de ce tool, c'est de dire, bah, bien, plutôt que de partir directement sur un état, voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire et s'il n'y a pas d'autres alternatives à la représentation de cet état, plutôt que de dire, bah, on a un état dans le monde réel, du coup, on a forcément un état dans notre programme, ce qui peut poser énormément de problèmes en termes de maintenance, de debug et de concurrence. Je vous remercie de votre écoute. Donc, je vais t'activer, Gauthier, pour que tu puisses répondre aux questions, s'il y en a. Donc, n'hésite pas à activer ton micro. Bonsoir. Salut. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ça n'a pas l'air. Est-ce que tu veux rajouter 2-3 choses? Pas particulièrement. Après, c'est sûr que ça a l'air frais comme ça, sachant qu'il y a déjà pas mal de frameworks slash UI qui implémentent ça. Je pense notamment à tout ce qui est la partie Reactive Stream, notamment en Java, qui font un mix de flow-based et de reactive-based. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Après, dans le mainstream, ça commence à y venir. Il y a eu quelques tentatives au début de Helm où ils étaient en pure IT, puis finalement, ils ont vu qu'en termes de front, ça n'allait pas du tout avec la philosophie JavaScript, et du coup, ils sont passés en Cobase, ce qui est un choix qui est valide en termes de performance, mais du coup, en termes de modèle de données qui est un peu plus contestable. Mais voilà. Donc, c'est pas purement théorique. D'accord. Bien, bah, merci. A priori, il n'y a pas de questions. Donc, on va pouvoir conclure. Je vais vous rajouter Guillaume et Sébastien, histoire qu'on vous voit pour la fin. Ouais. Voilà. Donc, merci à tous. Je vais partager mon écran pour la suite, pour les derniers mots.
Alors, je crois que c'est celui-là. Très bien. Alors, petit erratum. Non, c'est pas le bon. Attends, je rafraîchis. Il fallait bien qu'il y ait un erratum à faire quand même. Voilà, on s'était trompé sur le tag Twitter de Sébastien Prunier, donc au tout début, donc on l'a corrigé. Donc si vous avez vu la vidéo au départ, c'est celui-là le bon, c'est ça le premier. Merci. Voilà, alors il n'y a pas de suite annoncée. Très bien, ça sera ça. Donc pour conclure, le prochain se fera donc le 10 novembre, j'avais dit tout à l'heure, c'est ça? Oui. Voilà, le 10 novembre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez proposer des talks, c'est le moment ou jamais. Donc je sais que c'est peut-être un peu plus intimidant que d'habitude de faire un live stream sur Internet par rapport à d'habitude où on est en petit groupe, mais vous verrez, c'est pas si dur que ça. Et l'avantage des gens, c'est que s'ils sont pas là, ils peuvent pas vous manger. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça peut être du live, ça peut être une vidéo préparée comme ce qu'a fait Gauthier, les deux vont très bien. Voilà. Et c'est dur de parler tout seul. Voilà. Ouais, ça fait plaisir, ouais, en effet. Il y a Xavier, je crois, qui... Ouais, on essaye de faire avec les moyens du bord, du coup. C'est vrai que c'est plus sympa de se voir et de boire des coups ensemble. Après, voilà. Là, ça a l'avantage d'avoir une portée nationale et de pouvoir aussi voir, avoir des gens qui présentent des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos villes respectives, peut-être aussi. Donc, voilà, ça change. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, à refaire en novembre. N'hésitez pas à proposer des sujets. Ouais. Voilà, 10 minutes, c'est cool. Pas la pression, c'est bienveillant. Donc, voilà, let's go. Et on communiquera le plus d'informations possible sur les différents Twitter. Donc, il y a le Twitter @humantalk. Il y en a aussi un par ville en général. Donc, celui qui vous préférez, vous le suivez. Et on essaiera de transmettre au plus tôt comment on s'organise pour la suite. Voilà. Ok. On va couper là. Merci. Donc, merci encore à vous trois d'avoir fait ces présentations. Mais de rien. À la prochaine à tous. Ça marche. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.